Merci beaucoup, Sophie. Euh, euh, Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de vous être connectés ce matin. Donc, je suis avec Solène, qui est notre directrice médicale, qui va se présenter juste après. On voulait faire un webinaire sur la méthode Delphi, puisque c'est une méthode qu'on utilise de plus en plus chez PHE dans à peu près tous nos départements pour appuyer notre stratégie Market Access, pour nos projets HEOR, pour nos projets d'affaires médicales. C'est considéré comme la méthode la plus robuste pour travailler avec des experts et réussir à les amener sur une position commune. C'est une méthode qui a tout un déroulé particulièrement précis. C'est une méthode qui nécessite un savoir-faire pour être couronné de succès. Et je pense que c'est intéressant d'y penser. On a beaucoup de gens qui l'intègrent maintenant dans les projets. Et donc, voilà, Solène, qui est une experte de cette méthode et qu'en fait depuis quelques années et qui les fait chez nous et qui les fait très bien, va vous dérouler un petit peu tous les tenants et aboutissants de ce type de projet. Et ensuite, à la fin, vous pourrez poser un certain nombre de questions. Même moi, je poserai peut-être certaines. Et puis, je pense qu'à la fin, vous aurez une bonne idée de tout ce que ça peut apporter dans votre stratégie, que ce soit médical d'ailleurs ou que ce soit au-delà du médical. Oui, donc moi, comme Martin vous l'a dit, je suis Solène Leclanche, je suis directrice médicale chez PHE et la méthodologie Delphi fait partie de nos projets principaux chez PHE. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le principe aujourd'hui, juste pour commencer avec l'histoire de ce Delphi, qui est une question qui nous revient souvent. Ça a été inventé dans les années 50 par deux Américains, qui sont Norman Dalkey et Olaf Elmer, qui faisaient partie de la RAIN Corporation, qui est en fait une institution américaine dont l'objectif est vraiment de travailler sur les processus décisionnels. Et donc, ils ont créé cette méthodologie en l'appelant, en référence à l'oracle de Delphes, vous savez, cette prêtresse dans la Grèce ancienne qui était censée parler avec les dieux et pouvoir prédire l'avenir. Et eux, donc, ils ont utilisé cette méthode pour prédire les résultats probables de l'utilisation d'armes nucléaires en cas de guerre. Et donc, depuis, heureusement, ça a évolué, ça a été changé et adapté, et ça peut, comme vous le disiez Martin, s'adapter à tout type de thématiques, en réalité, bien au-delà de la santé. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les affaires médicales, donc on va se focuser sur ça. Mais la méthodologie Delphi, c'est une méthodologie qui permet d'obtenir un consensus auprès d'un groupe d'experts sur une problématique spécifique bien précise, par consultation à distance, individuelle et anonyme d'un groupe d'experts. Et ça, c'est important parce que le fait d'avoir nos experts de manière individuelle, anonyme et à distance, ça permet de donner le même poids à chaque vote et surtout d'avoir la conviction de chacun des participants et pas comme quand on fait un adboard avec différents experts en présentiel, la surreprésentation d'un top KOL, par exemple, qui va donner son avis, qui va parler peut-être parfois un peu plus que les autres et surtout qui va influencer la réponse de ses camarades. Et donc, ça permet d'avoir vraiment des réponses indépendantes et précises de ce que chacun pense. Ça va permettre d'identifier des points de convergence et de divergence sur différentes questions qu'on va poser de manière très claire, on va y revenir. Mais ça permet de produire des avis, des recommandations de bonnes pratiques ou simplement des guides de bonnes pratiques. Et c'est une méthodologie qui est reconnue et validée par la HAS, qui est mentionnée d'ailleurs dans son guide d'élaboration de recommandations en consensus formalisé. Et donc, pour la HAS, elle est mentionnée à la fois en tant que méthode de consensus, qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui, mais aussi en tant que méthode pour élaborer les recommandations de manière concise et non ambiguë. Et donc, nous, le consensus, l'objectif, c'est de formaliser le degré d'accord des experts sur des points spécifiques, sur un système de vote successif et surtout de retour d'informations entre les tours de vote sur les réponses du panel à chacun des tours précédents. C'est reconnu par la HAS, mais c'est aussi reconnu par toutes les autres académies, sociétés savantes, comme la méthode la plus robuste. Oui, et c'est validé en France, mais aussi à l'international, et c'est des projets qu'on peut faire pour le coup franco-français, mais aussi à l'échelle européenne ou internationale. Donc, les objectifs en affaires médicales, principalement, ça va être de générer des données robustes, comme vous le disait Martin, sur des problématiques spécifiques, notamment identifier des gaps
dans la prise en charge des patients entre ce qui est proposé par les recommandations de bonne pratique et la pratique clinique réelle des médecins au quotidien, de combler un manque dans les recommandations pour des points très spécifiques. Ça peut être sur des précisions sur la façon de surveiller les patients, sur des méthodes d'analyse exactes à mettre en place. Ça peut être également pour définir des profils patients spécifiques ou pour positionner une nouvelle alternative thérapeutique au sein de la stratégie médicale en place. Et tout ça, ça va aussi permettre de soutenir le dépôt d'un dossier auprès de la commission de transparence, à la fois en reprenant chacun des points précédents, mais aussi en pouvant avoir quelques points de données épidémiologiques ou d'identification du fardeau et pour remplir toutes ces parties que vous connaissez bien de contexte et de besoins médicaux. C'est vrai que souvent, dans les annexes des dossiers de transparence, on a rapidement tendance à mettre une analyse de données, notamment maintenant beaucoup les données SNDS, mais ce genre de méthodologie permet aussi de soutenir un point crucial du dossier, par exemple un comparateur qu'on veut appuyer, par exemple un sous-groupe de population, ou alors parfois on arrive aussi sur des situations, on a eu ça sur des pathologies très complexes, où en fait on ne sait pas quel est l'état de l'art, l'état des lieux, est-ce que la thérapie va vraiment pouvoir s'insérer dans une pratique qui est cohérente avec l'utilisation de ce produit. Et ça, on a déjà mis des méthodes Delphi en annexe de cette transparence. Tout à fait. Alors, le principe, je vous l'ai dit, c'est d'obtenir l'avis d'un panel d'experts le plus large possible en les faisant voter de manière successive sur des points spécifiques de façon anonyme. C'est une méthodologie qui va impliquer l'ensemble des personnes qui vont être impliquées dans la problématique ciblée. Donc, on peut faire un Delphi avec une seule spécialité médicale, mais aussi avec plusieurs. Et on peut également adapter certaines questions en fonction des spécialités. L'objectif, c'est d'avoir une réponse analysée en agrégat pour conserver l'anonymat et de pouvoir définir si on a atteint le consensus. Donc, au niveau des taux de consensus, on n'a pas de règles spécifiques. En fonction des publications, ça va de 55% d'accord des personnes à 100%. En général, il est admis dans les études qu'on se fixe aux 2/3 des répondants qui sont d'accord sur une proposition donnée, donc 66%. Et ça donne un bon repère de consensus. Parce que si vous le mettez trop bas, en fait, vous allez l'atteindre très rapidement, mais ça ne va pas forcément être représentatif de quelque chose de très robuste. Et si vous le mettez trop haut, vous ne l'atteindrez jamais. Et du coup, ça ne veut pas dire que ça n'est pas représentatif des pratiques. J'ai une question juste solenne. Quand on considère, par exemple, la position de consensus qui va être au-delà du seuil qu'on a fixé, est-ce que la deuxième position, c'est quelque chose qui est mis en avant dans la publication, on ne met en avant que la proposition qui a eu le maximum de consensus? Ça dépend. En fait, on peut faire les deux. En général, on met la proposition qui a eu le plus de consensus, mais on peut aussi avoir sur deux, parce que les questions ne sont pas forcément à réponse unique. Donc, on peut avoir deux questions qui ont le consensus. Et après, si on a une tendance, si on est près des 66%, on peut dire que la tendance aussi dans la publication était dans la deuxième proposition. Tout dépend du nombre de questions et d'informations qu'on va mettre dans la publication. Donc, le principe, c'est d'avoir un premier questionnaire qu'on va administrer à l'ensemble des participants. On va leur demander leur avis sur chacune des questions. Et nous, on va analyser les résultats avec les questions consensuelles et non consensuelles. Et si on n'a pas de consensus sur certaines questions, ce qui arrive forcément, on va organiser un deuxième tour de vote en ressollicitant les mêmes personnes qui ont participé au premier tour et en donnant les réponses du panel au premier tour et en demandant aux participants s'ils souhaitent modifier ou ajuster leurs réponses et pourquoi. Et donc, ça nous permet en fait d'avoir le poids du panel sur chacune des réponses et de faire réfléchir les participants en fonction de ce qu'a dit la majorité. Et donc, on peut obtenir des points consensuels sur d'autres questions au fur et à mesure des tours. En général, on s'arrête à 2 tours dans les affaires médicales parce que plus on va faire 2 tours, plus on va pousser vers le consensus et donc on peut introduire un biais sur ce que font les médecins en pratique clinique. S'ils nous ont déjà dit au deuxième tour que ce n'était pas comme ça qu'ils faisaient, ben, ce n'est pas comme ça qu'ils font et donc on ne va pas aller chercher un consensus à tout prix. Et ça, c'est aussi une information importante qu'on va justement mettre dans la publication parce qu'il y a des points où on n'a pas de consensus et c'est normal et c'est des points à identifier sur lesquels il faut travailler et sur lesquels on a encore beaucoup de choses à faire, soit en formation des médecins, soit en réajustement des recommandations ou tout ce qui pourrait nous permettre de lever
le fait que ces points spécifiques de prise en charge sont encore non consensuels. Alors, cette méthodologie, elle s'organise en plusieurs étapes. Je vais passer assez rapidement sur ça, parce qu'on va y revenir après. Mais la première étape, c'est de constituer un comité scientifique qui va vous permettre d'être la caution scientifique, pour le coup, de tout le projet, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et nous, on va s'occuper de tout ce qui est revue de littérature, questionnaire, mais on a besoin d'une validation vraiment qui vienne du terrain avec toutes les parties prenantes de la problématique. Et ils vont nous permettre de valider ce questionnaire qui va ensuite être mis en place sur une plateforme sécurisée et donc seuls les médecins sollicités vont avoir accès. On va faire ce premier tour de Delphi avec tout ce qui est recrutement des répondants et ouverture de la plateforme pendant 1 à 2 mois. Et ensuite, on analyse les résultats qu'on va présenter aux membres du comité scientifique pour leur faire valider les réponses qu'on a obtenues pour 1 et de voir si on a des incohérences quelque part et aussi parfois de voir si les questions ont été bien comprises parce qu'on peut avoir des surprises. C'est assez rare, mais ça arrive quand même d'avoir une question qui, pour le coup, semble facile à interpréter et quand on voit les résultats, on a des grosses divergences de réponses et donc en fait on peut se rendre compte que là la question n'était pas forcément tournée de manière extrêmement claire et qu'on pouvait avoir deux interprétations et ça peut être dans ce genre de cas qu'on va avoir un 3e tour de Delphi quand on doit reposer une question au 2e tour et donc avoir le tour de consensus sur le tour numéro 3. On va ensuite avoir le 2e tour de Delphi avec une réouverture de la plateforme, cette fois sur un temps plus court, puisqu'on a moins de questions et les médecins savent qu'ils vont avoir un 2e tour de Delphi auquel ils doivent participer. Et donc, on n'a pas cette partie de recrutement des répondants. Et donc, ensuite, on a l'analyse des résultats finaux, la production des déclarations de consensus finales avec nos membres du comité et la rédaction de la publication. Pour que votre Delphi soit réussi, on a 4 gros points qui sont des facteurs de succès sur lesquels il faut vraiment être très vigilant. Le premier point, ce sont les experts qui vont constituer votre comité scientifique. L'identification des points pertinents à inclure dans le questionnaire, parce qu'on va y revenir, mais le questionnaire ne doit pas être très long. Et donc, il faut vraiment faire un focus sur les points d'intérêt qui concernent la problématique pour laquelle on a besoin d'avoir l'avis des médecins. La formulation des questions, comme je viens de vous le dire, et le recrutement des répondants. Donc, les experts du comité scientifique, en général, on a un comité qui comprend 5 à 7 membres. Pourquoi un nombre impair? Parce que quand il faut prendre des décisions sur quelque chose de particulier, au moins on n'a pas de vote équivalent et donc on est sûr d'avoir une réponse définie. L'objectif, c'est d'avoir des médecins qui sont représentatifs des spécialités médicales qu'on va solliciter pour être sûr d'avoir la vision de chaque partie prenante, mais aussi les associations de patients pour ne pas oublier le côté patient des questions et qui peuvent nous rajouter une dimension importante à laquelle on ne pense pas forcément quand on a un comité constitué uniquement de médecins. Pour les sélectionner, on va se baser sur leur niveau d'expertise sur la problématique concernée. Et donc, pour ça, on va analyser les publications qu'ils ont dans ce domaine, mais aussi leur taux de prise de parole sur le sujet, leur communication congrès, les abstracts, tout ce qu'on peut trouver pour définir leur niveau d'expertise. Leur lien avec les sociétés savantes, on va y revenir, mais c'est très important pour la suite et pour pouvoir diffuser le lien du questionnaire et maximiser le nombre de répondants. Et aussi, point très important, mais plus difficile à identifier, leur degré d'implication dans ce type de projet, parce qu'on a souvent tendance à aller chercher les top KOL, parce que, évidemment, ça va être les top experts de la pathologie. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'ils sont tous très occupés, très sollicités, et donc ils ne vont pas forcément être tous très mobilisables tout de suite, ce qui peut avoir un gros impact sur le déroulé ensuite du Delphi, sur les timelines et sur la validation, ou sur ils vont avoir lu rapidement les questions sans forcément faire très attention, et c'est dans ce genre de cas qu'on peut se retrouver avec une question à reformuler, et donc un tour supplémentaire de Delphi. Et donc il faut faire la part des choses entre le top expert et l'expert qui va pouvoir être mobilisable et qui va s'impliquer vraiment à 100% dans le projet.
Leurs missions au cours de ce DELFI, elles sont multiples. La première, ça va être de challenger et de valider le questionnaire, c'est un point très important, de répondre aux questionnaires eux-mêmes une fois en ligne, de diffuser le lien de connexion auprès de leur réseau professionnel pour nous aider à maximiser le nombre de répondants et avoir un système un peu d'ambassadeur en grappe où on sait que si l'invitation vient d'un top KOL, d'un expert ou d'un collègue, ça a plus de poids que quand ça vient de nous ou de quelqu'un d'autre, et donc d'avoir ensuite cette diffusion du questionnaire par réseau professionnel un petit peu en tâche d'huile, et à la fin de commenter les résultats obtenus et d'être co-auteur de la publication finale. Le deuxième point important, c'est le questionnaire, bien sûr. Il va être produit à partir d'une analyse de la littérature qui va nous permettre d'identifier les points vraiment pertinents à mettre dans le questionnaire et de définir de façon claire les points les questions à poser à nos experts. Donc, le point clé, c'est d'avoir un questionnaire qui va être rapide à remplir parce qu'on sait que si on a des questionnaires trop longs, on n'aura pas les répondants qui iront jusqu'au bout du questionnaire et donc on va avoir de la perte d'informations. Et il doit être facile à remplir. Donc, on a principalement des questions fermées, soit des QCM, soit des échelles de gradation. On essaye d'avoir des choses un peu ludiques et pas trop rébarbatives pour que ce ne soit pas long à faire et ennuyeux. Mais c'est assez facile de cadrer ce genre de réponses. Et on ne met pas de questions ouvertes, sauf si ce sont des questions alphanumériques parce que c'est facile à retraiter. Mais si on demande des questions ouvertes avec des réponses un peu fleuves, on peut avoir des biais dans les interprétations des résultats. On va rallonger le temps de remplissage du questionnaire et ça veut dire que derrière, le temps d'analyse va être beaucoup plus long aussi pour nous et ça allonge les délais. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la formulation des questions doit être très claire, concise et validée par l'ensemble des membres du comité. Ça, c'est un point sur lequel on est très vigilant. Et ça nous permet d'éviter les mauvaises interprétations et les biais dans les réponses qui fausseraient les tours et qui rajouteraient un tour de DELFI et donc un temps non négligeable sur le projet. Ce questionnaire, il va être hébergé sur une plateforme en ligne qui va être développée spécifiquement pour le projet. Elle est sécurisée et accessible uniquement aux personnes qui vont avoir le lien de connexion. Donc, si vous tapez le nom de votre enquête sur Google, vous ne pourrez pas accéder à la plateforme. Elle est sous les radars. Et donc, chaque participant va devoir s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir se connecter. L'objectif de ça, on sait que souvent c'est un point qui pose à tous un peu problème, mais ça nous permet en fait de savoir qui s'est inscrit sur la plateforme de notre côté, de les relancer en cas de questionnaire à moitié rempli, mais surtout pour eux, ça leur permet de commencer à remplir le questionnaire et de pouvoir sauvegarder leurs réponses et de revenir dessus si jamais ils n'ont pas le temps de le remplir en une fois, parce que parfois ils le font dans les transports ou entre deux consultations et ils peuvent être obligés de s'arrêter. Et donc, c'est important de pouvoir recommencer à remplir le questionnaire là où ils se sont arrêtés. Parce que si on fait quelque chose avec une plateforme de type SurveyMonkey, il faut remplir en une fois. Et donc, s'ils ne le font pas, il faut reprendre du début. Et ça, pour le coup, on sait qu'ils ne le font pas. Et l'avantage d'une plateforme dédiée, c'est qu'on va être carré avec tout ce qui est RGPD et aussi hébergeur de données de santé. Donc, on n'a pas de soucis réglementaires à ce niveau-là. Et dernier point, avant d'accéder au questionnaire, donc ils ont la présentation du projet, pourquoi on les sollicite. On va aussi les solliciter sur un deuxième tour, le rappel des règles de PB et de toutes les règles réglementaires qui vont bien. Mais surtout, on leur demande de cocher une case qui certifie que ce sont des professionnels de santé, quand ce sont des professionnels de santé, et d'accepter de participer au DELFI pour récupérer ce système d'opt-in et qu'on ait l'accord de les contacter, nous, pour relancer en cas de questionnaire non terminé et de les recontacter pour le deuxième tour. Là, vous avez sur le, j'ai oublié, c'est pile en face de moi, vous avez les images qui vous un exemple en fait de plateforme. Quand on arrive, en fait, c'est quelque chose de très simple parce que on ne peut pas le brander au nom du laboratoire puisque dans ce genre de méthodologie, et c'est un point important, l'industrie pharmaceutique va être soutien institutionnel. Surtout si vous souhaitez déposer un dossier auprès de la commission, c'est très important pour garantir l'indépendance des réponses.
Si on n'a pas de dossier auprès de la commission et que vous cherchez juste à générer des données qu'on va publier, c'est moins important. Mais en tout cas, pour tout ce qui va être dépôt auprès des autorités, on reste sur quelque chose de très basique et donc comme ça. Du coup, j'ai une question. Quand tu fais les rendez-vous avec ton comité scientifique, tes 5 à 7 experts, est-ce que l'industriel fait partie de ces réunions ou est-ce qu'il en est juste dans la préparation avec les... Alors, en général, le labo est là, mais c'est nous qui animons la réunion. Le laboratoire est là en tant qu'observateur et qui peut donner son avis parfois, mais c'est principalement nous qui prenons la parole avec les experts. Mais le labo est impliqué dans la préparation au départ. Ensuite, le facteur vraiment clé de la méthodologie Delphi, c'est le recrutement des répondants. Parce qu'on peut avoir un super comité, un super questionnaire. Si on n'a pas de répondants, ou très peu, on n'aura pas de réponse robuste. Et donc, ça ne servira à rien, puisque c'est vraiment le poids du panel qui va donner le côté représentatif des réponses qu'on va obtenir. Donc, cette étape de recrutement, il ne faut pas se rater. L'objectif, c'est de bien déterminer la cible dont on a besoin pour répondre aux questions. Donc, on va devoir avoir une représentativité géographique, aussi des types d'exercices qui vont être impliqués dans la prise en charge des patients et des spécialités médicales concernées par la problématique qui va être traitée. Et au niveau du nombre de répondants, c'est assez variable pour avoir quelque chose de robuste. Tout va dépendre en réalité de la pathologie pour laquelle on fait ce Delphi. Si on est sur une maladie rare, on a très peu de personnes qui vont prendre en charge les patients et donc on peut avoir peu de médecins répondants. Si on en a entre 20 et 30, c'est déjà très bien. Et si c'est pour un dossier pour la commission, ça passe très bien. En revanche, si on est sur une pathologie bien plus commune, et bien là, on va devoir augmenter le nombre de répondants parce qu'on a plus de personnes qui prennent en charge ces patients. Et donc, pour être représentatif des pratiques réelles au jour auquel on fait le Delphi, on va avoir besoin de plus de répondants. Sachant que statistiquement parlant, pour faire des analyses en sous-groupe, puisque dans le questionnaire, on a une première partie qui est très rapide à répondre et qui va nous permettre de caractériser la population de répondants. On va leur demander leur profil actif de patients, leur année d'expertise dans la pathologie, leur type d'exercice, leur département, ce qui nous permet, nous, ensuite de faire une sous-analyse et de comparer soit en analyse géographique, soit par type d'exercice. Parce qu'on rappelle que c'est une enquête qui est anonyme. Tout à fait. Donc, on n'a pas les noms. On n'a pas les noms et on demande le département. En général, ça dépend des pathologies. Mais en tout cas, dans le cadre des maladies rares, si on demande une ville, on va pouvoir savoir dans quel centre, de quel centre vient la personne et donc éventuellement identifier la personne. Et donc, on reste plutôt large à l'échelle du département, ce qui nous permet de faire des analyses macro au niveau géographique, mais qui peuvent être intéressantes. Et juste une autre question qui peut paraître naïve, hein, mais c'est les questions qui vont rester sur les thématiques médicales se différencient d'une étude de marché où on aurait des questions qui seraient de prescription, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ici, c'est vraiment médical à 100%. On peut appliquer le Delphi sur une market research, mais nous, en tout cas, ici, c'est vraiment, et pour la HAS, principalement, c'est vraiment quelque chose de médical à 100%. Et si jamais on utilise le Delphi pour soutenir un dossier auprès de la HAS avec un positionnement de votre produit au sein de la stratégie médicale, on ne mentionne pas le laboratoire, on ne mentionne pas le nom du produit, mais on met un target product profile où on décrit les résultats de l'essai clinique, sont nommés l'essai clinique. Après, les médecins, en général, savent de quoi on parle, mais on n'a pas de mention. Et en fait, on va demander à partir de ce TPP aux professionnels de santé de se positionner sur différentes questions pour qu'on puisse, nous, identifier à quelle place de la stratégie thérapeutique ils vont utiliser le produit. Et donc, le recrutement de nos répondants, il faut qu'il soit multicanal pour augmenter la visibilité de l'enquête et donc de maximiser le nombre de réponses. Donc, on a plusieurs canaux identifiés. Le premier, ça va être les membres du comité scientifique. Comme je vous le disais, l'objectif, c'est qu'ils sollicitent eux-mêmes leur réseau professionnel pour augmenter la probabilité qu'on ait une réponse. Et aussi les sociétés savantes. Et c'est pour ça que si on a dans notre comité des membres qui ont des liens avec les sociétés savantes,
Ça facilite un peu les choses parce que les sociétés savantes peuvent diffuser le lien de l'enquête via leur liste de diffusion par email, faire une newsletter spécifique ou, à minima, parler de l'enquête sur leur site internet avec un QR code à flasher ou le lien qui redirige directement sur la plateforme. Et c'est plus facile quand les membres du comité ont déjà des liens avec ces sociétés savantes que quand ils n'en ont pas, parce que c'est souvent... ils peuvent le faire, mais ça va être pour un budget assez important. Donc, c'est plus pratique quand on a les membres du comité qui peuvent le faire pour nous. On essaye également de communiquer lors de congrès quand les dates coïncident bien, d'avoir des flyers qu'on va distribuer pour un congrès sur les stands avec des QR codes où c'est très facile. La plateforme, elle est responsive, donc on peut remplir via son téléphone. Et on a aussi des systèmes où on met des iPads sur les stands de nos clients pour que les médecins remplissent directement. Ils cliquent dessus, ils remplissent et c'est parti. Et pour tous ceux qui peuvent, on demande aussi une implication des MSL où ils ne vont pas faire forcément la promotion de l'enquête, mais ils vont expliquer aux médecins pourquoi c'est important de répondre, que c'est une enquête vraiment médicale. Et ça, c'est important parce que les médecins sont très sollicités. Et donc, si c'est des market research, ils vont être moins enclins à répondre que si on leur présente l'intérêt vraiment médical de l'étude. Et j'ai une autre question, c'est évidemment les médecins qui répondent au Delphi ont un feedback total et complet sur les réponses. Même avant la publication. Oui, d'accord. Ils ont les réponses des différents tours. D'accord, ok. Après, ces facteurs clés de succès, on a plusieurs points de vigilance qui sont bien identifiés et pour lesquels il faut vraiment faire attention. La première, c'est la définition de l'objectif de l'étude parce qu'il ne faut pas s'éparpiller. Comme le questionnaire doit être en peu de questions, on ne peut pas avoir énormément de thématiques qui vont être couvertes parce que ça va être trop long, on va perdre des répondants et on va perdre l'intérêt. Et surtout, comme je vous le disais, dans la mesure où ils ont une très forte sollicitation, ils nous disent assez régulièrement des Delphi, c'est très à la mode en ce moment et comme toutes les enquêtes, ils reçoivent beaucoup de mails qui leur demandent de participer. Et donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ait un intérêt médical pour leur pratique aussi. Le deuxième point, c'est l'indépendance des réponses. Et ça, c'est vraiment un point clé pour tous les dossiers qui vont être déposés auprès de la HAS parce qu'il ne faut pas introduire de biais dans les réponses ou même pour la publication, parce qu'on peut avoir des reviewers qui vont nous dire que si les participants ont été rémunérés, alors on a un biais. Et donc, on n'a pas de rémunération ou de dédommagement, en quelque sorte que ce soit. Et les laboratoires sont mentionnés en tant que soutien institutionnel et pas en tant que partie prenante décisionnelle. Ensuite, la cible de répondants, je vous le disais, il faut bien la sélectionner. En général, on ne prend pas que des top experts parce que leur point de vue est un peu biaisé puisque ce sont des top experts, mais on ne prend pas non plus l'intégralité des personnes qui vont prendre en charge les patients et qui vont voir parfois un patient au cours de leur carrière ou un au cours d'une année et qui ne pourront pas répondre aux questions puisque c'est le poids du panel qui va donner les paramètres du consensus. Il faut vraiment que la cible soit bien définie, la plus large possible pour être la plus pertinente possible, mais pas trop large non plus pour ne pas noyer les informations. Ensuite, c'est le respect de la réglementation RGPD, principalement parce que quand on demande aux médecins de s'inscrire sur la plateforme, on collecte, nous, leur adresse email et donc on doit respecter ces procédés. Bien évidemment, tout est fait dans les règles, c'est inscrit sur la plateforme, ils ont les contacts auxquels ils peuvent envoyer un email pour supprimer leur adresse mail et leurs coordonnées. Dans tous les cas, nous, tout est supprimé à la fin des projets, une fois que tout est bien terminé pour bien respecter les RGPD et pas oublier de le faire. Ensuite, le point qui revient souvent, c'est la mention des événements indésirables, puisque même si on a très peu de champs ouverts, on en a. Et donc, on peut avoir des médecins qui écrivent dans ces champs éventuellement un événement indésirable. Et donc, pour ça, comme pour tout autre type de projet, on a les mêmes procédés de déclaration de pharmacovigilance qui s'appliquent. Donc,
tout est bien cadré sur ça. Et enfin, la garantie de l'anonymat des répondants, qui est aussi un point clé du projet. Nous, on va avoir accès aux adresses email puisqu'on a accès à la plateforme, mais en aucun cas, les adresses email ne sont diffusées et le laboratoire n'a pas l'information des médecins qui ont répondu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que déjà, ça influe sur les réponses et aussi parce que il faut que les médecins répondants puissent avoir confiance en mettant l'adresse mail. Ouais, j'ai un point sur la sélection des répondants. Est-ce que vous posez une question comme combien de patients de ce type vous prenez en charge? Parce que je comprends très bien qu'il faut en fait, il réponde sur sa pratique et pas sur ce qu'il pense être de la pratique dans ce qu'il a vu dans 3 congrès internationaux ou les gens ici ou ça. En fait, on leur demande leur file active et après, si on est dans une indication particulière, on leur demande en moyenne le pourcentage de patients qui prennent en charge dans cette indication. Et après, ça nous permet, quand nous, on analyse les résultats, de faire un tri. Si on voit qu'en fait, des médecins ont répondu, mais ils ne voient que 2 patients par an, alors que la pathologie n'est pas rare du tout, on peut exclure. Et donc, la question, c'est pourquoi une telle popularité du Delphi en ce moment parce que c'est une méthodologie qui existe depuis de nombreuses années, mais vraiment, en ce moment, il y a une vraie tendance sur l'organisation de ce type de projet. La première raison, c'est parce que c'est rapide. Bon, sur la rapidité, on s'entend, entre 7 et 9 mois pour mettre au point ce projet, avoir les résultats. Mais on a les résultats, le rapport de résultats dans les 2 semaines qui suivent la dernière réunion du comité scientifique. Et donc ça peut être très important pour les dossiers qu'on va déposer auprès de la HAS. Quand même au bémol près que le rapport de résultats est annexé au dossier de la commission. Ceci dit, si on peut s'y prendre à l'avance et avoir la publication en plus du rapport de résultats, ça, pour le coup, ça a vraiment beaucoup de poids auprès de la commission. Petite parenthèse. Le deuxième point, c'est que les données obtenues vont être robustes, puisque, je vous l'ai dit à peu près 1000 fois, mais la représentativité des répondants, le nombre et l'implication des membres du comité vont donner un poids aux réponses très important, puisqu'on a une vraie vision des pratiques et de la pensée et de la façon de faire des médecins. Et ça permet d'utiliser les données auprès des autorités, et donc c'est important. Ça permet également de publier les résultats dans des revues à impact factor et peer review. On peut communiquer ces résultats auprès des congrès nationaux et internationaux. On le voit de plus en plus avec les congrès qui maintenant acceptent les abstracts sur la base de la méthodologie et ensuite, le jour du congrès, on présente les résultats, que ce soit en poster ou en communication orale. Et ça nous permet aussi de produire tout un tas d'outils de communication une fois que le Delphi est finalisé. On a beaucoup de matériel qu'on peut produire sur ça, que ce soit des fact sheets qui vont reprendre les grandes thématiques de l'article, on peut faire des webinaires de présentation des résultats, on peut faire des sessions dédiées pendant des stand-alone ou des symposiums. Et enfin, le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est le coût, puisque c'est un type de projet qui est beaucoup moins cher qu'une étude observationnelle ou n'importe quelle étude de vie réelle. Après, attention, on n'a pas exactement les mêmes données, et donc bien sûr que pour certaines choses, il faudra tout de même faire une étude observationnelle ou analyser les bases de données de santé. Mais en tout cas, pour générer ce type d'informations de manière robuste et rapide, c'est vraiment un projet qui fonctionne bien et qui est très populaire à la fois auprès de l'industrie pharmaceutique, mais aussi auprès des médecins qui aiment bien ce genre de projet. Solène, je me permets de t'interrompre. Je ne sais pas si tu m'entends correctement. J'entends. Mais une question très intéressante de Christine que je voulais te partager dès à présent. Dans le timing que tu donnes, donc dans les 7 à 9 mois, est-ce que vous comptez le délai de constitution et de contractualisation avec le comité scientifique? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parfait, je pense que Christine a sa réponse. Si vous voulez des compléments, Christine, n'hésitez pas à le mettre dans le module Q&R. Moi, j'ai une autre question. Le fait de faire des tours comme ça répétés pour obtenir un consensus, est-ce que ça a un impact sur les experts? C'est-à-dire, est-ce que le fait de répondre à ces questions et de voir le consensus va influer sur leur pratique en tant que cliniciens? Sur la réponse, au moment où ils le font, pas forcément, mais après, une fois que la publication est sortie, ça peut, et c'est une excellente transition.
L'objectif de ces Delphi, ça a été fait à la base pour faire des one-shots et avoir des informations à un instant T. Ceci dit, dans la mesure où on a une publication derrière qui va être assez rapide, hein, les 9 mois, je profite, c'est jusqu'à la soumission de la publication. Après, ça peut être un peu long, ça dépend des revues pour lesquelles on sollicite, mais ça peut être rapide comme un peu moins rapide. Et ce qu'on propose, c'est de refaire ce même Delphi dans les 2 années qui suivent la publication, justement pour voir si ça a eu un impact sur les pratiques. En fonction des thématiques, hein, ça peut ne pas s'appliquer à tout, mais globalement, ça, quand on demande la place dans la stratégie thérapeutique pour une nouvelle alternative ou sur la définition de paramètres spécifiques pour des critères de surveillance ou pour des profils patients ou tout un tas de choses, en fait, on crée un genre d'observatoire qu'on va répéter donc tous les 2 ans. Et là, on va voir si les pratiques ont évolué depuis la publication et si, surtout pour les points non consensuels, si des choses ont été mises en place pour essayer de lever ces points non consensuels, est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que pas du tout et qu'il faut encore déployer des efforts importants sur ces points-là ou voir si au final ça a bien fonctionné. Donc là, tu ressollicites ton comité scientifique pour refaire un questionnaire updaté. Oui, on met le questionnaire à jour, mais globalement, la base reste la même parce que l'objectif, c'est de voir si les pratiques ont changé. Donc après, bien sûr, on le met à jour si les recommandations ont évolué ou ce genre de choses, ou si d'autres concurrents sont arrivés sur le marché. Mais on le touche à la marge, et ce qui permet en fait d'avoir un process plus rapide que de le mettre en ligne au départ. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire en gros? Oui, que le Delphi est donc un outil puissant pour tout type de situation. Là, on l'a vu aujourd'hui pour les affaires médicales, mais ça peut s'appliquer aussi à tout ce qui est parcours de soins, santé publique, HUR, comme le disait Martin. Vraiment tout un tas d'applications possibles, puisque c'est une méthodologie en réalité, donc on peut vraiment l'appliquer à tout pour un ratio coût-efficacité qui est positif. Et information importante aussi, ça peut être adapté en mix avec une enquête de pratique, nous on le fait de plus en plus, puisque on a des questions très spécifiques qui vont appeler à un consensus et pour lesquelles on a vraiment besoin de ce consensus de la part des experts. Mais on a aussi besoin parfois d'avoir une vision enquête de pratique de la cartographie à l'instant T de ce que font les médecins, mais sans leur demander de se mettre d'accord. On leur demande ce qu'ils font, pas ce qu'ils devraient faire. Et ça, ça peut être l'occasion, en fait, comme on va solliciter un grand nombre de médecins, d'avoir ce type d'informations et ça va nous donner des données de type épidémiologique, par exemple, pour des maladies rares, puisqu'on va avoir les files actives des médecins. On peut leur demander les échelles qu'ils utilisent, certains critères, sans chercher forcément un consensus, mais de coupler les deux. Et ça, c'est aussi hyper important pour les dossiers, pour la commission de transparence, puisque ça va nous permettre aussi d'avoir des informations toujours pour cette première partie de dossier d'identification du besoin médical sans consensus, juste cartographie à l'instant T. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, c'était extrêmement intéressant. Je vous propose effectivement de passer à la partie questions-réponses. J'imagine que plein de questions vous brûlent les lèvres, donc n'hésitez absolument pas, vous avez 2 modules prévus à cet effet. Le premier, c'est le Q&R que vous avez en haut sur votre barre de tâches et vous pouvez aussi, si vous souhaitez partager votre question, le mettre dans le chat. Solène Martin, on a une seconde question après celle de Christine, nous avons celle d'Edia. Est-ce que le rapport seul suffit en attendant la publication? Alors, pour la HAS, oui, on l'annexe dans les annexes. On met le rapport complet avec toute la méthodologie. On fait quelque chose, alors c'est pour la HAS, donc il n'y a pas d'exotisme possible, donc c'est très straightforward. Mais on a toute la méthodologie, pourquoi on l'a fait, le nom des experts du comité scientifique, ça c'est très important, parce que c'est eux qui signent le rapport. Et le rapport est à notre nom, puisque vous êtes le laboratoire mentionné en tant que soutien institutionnel, mais l'étude est mandatée par PHE. Et donc ça suffit pour la HAS. Après, bien évidemment, si on a la public, ça donne un point encore supplémentaire. Mais en général, quand on dépose le dossier à la HAS, on a la publication soumise dans la revue, donc pas forcément acceptée, mais au moins soumise. Et ça aussi, c'est déjà bien pour la HAS. Merci Solène. Autre question. Auriez-vous des exemples que vous pourriez nous partager?
Alors oui, sans vous donner trop de détails, parce que bien évidemment, c'est confidentiel dans la mesure où tout n'est pas encore publié, mais on l'a beaucoup fait dans les maladies rares, parce que c'est vraiment les actes thérapeutiques pour lesquels on a besoin d'informations et pour lesquels on n'a pas forcément beaucoup de choses, ça paraît logique. Et donc, on l'a fait récemment dans une pathologie neurologique où on essayait de définir les critères utilisés en clinique quotidienne pour établir le diagnostic vraiment définitif de cette pathologie, mais aussi pour déterminer quels étaient les paramètres utilisés pour le suivi des patients et mesurer l'évolution de la progression de la maladie, puisque le traitement dépendait des stades de la maladie et qu'en réalité, on était aujourd'hui dans des pratiques où tout le monde fait un petit peu dans son coin sans trop savoir, et d'autant plus les médecins n'étant pas en centre de référence. Et donc, ça a permis de mettre en lumière des points très importants de consensus sur les paramètres qu'il faudrait utiliser, les échelles qui, au final, sont utilisées dans les essais cliniques, mais pas du tout en vie réelle. Et donc, pour faire bouger, notamment pour la HAS, les critères d'évaluation pour l'évaluation tout simplement de la stratégie, de la nouvelle alternative thérapeutique. Et donc, de faire bouger un peu les lignes, et à la fois au niveau des médecins et à la fois au niveau de la HAS. Et on l'a fait également dans une autre pathologie récemment, toujours en maladie rare, pour positionner la nouvelle alternative thérapeutique dans la stratégie, puisque même si c'était une maladie rare, on avait quand même des compétiteurs. Et donc, de voir à quel niveau de la stratégie on allait pouvoir mettre ce nouveau médicament. Tout ça englobé avec une enquête de pratique, parce qu'on avait zéro donnée épidémiologique dans cette pathologie en particulier. Moi, j'ai un autre exemple en tête, c'est une maladie rénale, la transplantation rénale. Et en fait, c'est quand un produit arrive et que on sait comment lui, il devrait être utilisé, mais on ne sait pas finalement comment ça fonctionne sans ce produit, parce qu'il offre tellement de nouvelles valeurs, une nouvelle façon de prendre en charge les patients. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on faisait avant que ce produit existe, sachant que chacun avait en fait sa petite cuisine. Et après, c'est la question, c'est du coup, à quoi on se compare, et deux, est-ce que finalement, on va être en capacité d'utiliser ce nouveau produit, vu qu'il change complètement en fait la façon de prendre en charge des patients. Et dans ce cas-là, c'est intéressant à la fois sur le côté HAS, soutien du produit, mais c'est aussi intéressant pour le laboratoire, parce que ça nous permet d'avoir des vraies informations sur les actions qu'il va devoir mettre en place pour être sûr que son produit sera bien utilisé et ne va pas arriver sur un terrain qui n'est pas du tout adéquat à son utilisation. Merci à tous les deux. Est-ce que nous avons d'autres questions avant de clôturer ce webinaire du matin? N'hésitez pas. Alors, une autre question. Avez-vous une expérience de ce type de projet dans un pays non européen, par exemple en Chine? Alors oui, on l'a fait nous avec, on avait, pardon, je ne sais pas fouiller mes postures ici. On l'a fait dans un projet avec, on avait 23 pays, donc certains pays en Europe, mais beaucoup de pays non européens, non américains, et donc dans tout ce qui était Asie, Afrique et Amérique du Sud, parce que justement c'était des pays où il y avait de grosses difficultés de prise en charge des patients, parce que les recommandations n'étaient pas adaptées à ces pays qu'on peut considérer en voie de développement et qui n'ont pas accès aux mêmes thérapeutiques que nous, ni au même matériel, tout simplement. Donc, c'était dans une pathologie où il fallait faire des examens assez poussés pour mettre en place les traitements. Et en fait, ils n'avaient pas accès à ces examens. Et donc, l'objectif, ça a été de voir comment est-ce qu'ils font en pratique et sur quoi il faudrait se baser dans ces pays pour avoir de nouvelles recommandations adaptées. Après, la Chine, c'est beaucoup plus compliqué, notamment à cause de la plateforme, parce que le gouvernement chinois bloque toutes les plateformes qu'on peut mettre en place. Et donc, nous, on avait la Chine justement dans ce projet. Ça a été assez compliqué. Mais ça fonctionne à partir du moment où le laboratoire a une filiale chinoise qui, du coup, elle, peut avoir une partie spécifique du questionnaire comme si elle était indépendante en réalité, avec la traduction en langue locale. Ça, d'ailleurs, c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais pour les différents pays en général,
on traduit les questionnaires en langue locale pour être sûr de ne pas perdre des répondants à cause de l'anglais. Parfois, certains médecins ne parlent pas anglais, mais alors en Chine, pour le coup, c'est obligatoire. Et donc, d'utiliser les systèmes disponibles en Chine. Et après, nous, on a la traduction qui nous est donnée par la filiale et on agrège avec nos résultats pour les autres pays. Merci Solène. Une autre question, ça ne s'arrête plus, mais donc j'enchaîne pour toi Solène ou Martin ou les deux. Dans le parcours Market Access d'un produit de santé, à quel moment un processus Delphi intervient-il au mieux? Le mieux d'ailleurs, pardonnez-moi. Ouais, je dirais que le plus tôt est le mieux. En général, l'idée, c'est quand même de défricher tout un tas de questions qui sont en suspens. Donc, je pense que c'est vraiment le type de projet qui arrive en tout premier. C'est un peu pareil quand c'est souvent des laboratoires qui arrivent sur l'aire thérapeutique, pour être honnête, qui en ont le plus besoin, qui ont besoin d'avoir des informations. Ça va souvent de pair avec les premières analyses dans les bases de données, donc pour des questions épidémiaux. Beaucoup. Et donc, voilà, il faut le faire très en amont. Il faut impliquer, à mon avis, plusieurs équipes dans la filiale ou au corporate. Il faut qu'il y ait évidemment le médical. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait le market access également. Voilà, éventuellement le marketing. Hein. Oui. Pourquoi pas. Donc, c'est des études qui sont transverses et vraiment situées en amont. Je pense qu'à partir du moment où on sait qu'on va avoir un lancement et un processus market access, il faut se lancer sur ce genre d'études. Sooner is better. Oui, parce que le point important, c'est le recrutement des répondants, encore une fois. Et c'est la partie sur laquelle on n'a pas de contrôle en réalité, puisque parfois, ça nous est arrivé une fois où on a eu de très grosses difficultés de recrutement dans une pathologie très spécifique où on avait très peu d'experts et où, même quand on les sollicitait, c'était pas particulièrement intéressé pour faire ce genre de projet. Et donc là, en fait, c'est le point bloquant qui va décaler l'intégralité des étapes suivantes et pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Donc la dernière étape qu'on peut faire, c'est d'acheter des bases de données de médecins. Mais ça fonctionne moins bien. Et en général, quand on achète ces bases de données, soit ce sont des bases où on va avoir un fichier, mais ce n'est pas forcément à jour et on va oser sans vraiment pouvoir sélectionner les médecins qu'on va solliciter. Et donc, au niveau méthodologique, on n'est pas au mieux. Et sinon, là où on a des bases de données qui sont très spécifiques, ça implique une rémunération ou un dédommagement des médecins. Et donc là, on arrive dans le côté, attention, indépendance des réponses, et ça peut être un peu plus compliqué. Merci à tous les deux. Encore une question, je pense qu'on a encore le temps d'en prendre une ou deux. Y a-t-il une moyenne pour le nombre de répondants pour anticiper le recrutement et le rétroplanning? Alors, en moyenne, au minimum, on a, pour une pathologie non rare, on a 50 répondants. Nous, on essaye d'avoir entre 50 et 100 répondants par spécialité médicale. Donc, ça va vraiment dépendre. Pour le coup, en maladie rare, dans les deux exemples dont je vous parlais, on a eu 25 répondants pour les deux, ce qui était très bien, puisque pour la première, on a 35 médecins qui prennent en charge les patients, donc 25 sur 35, on était bien. Et les autres, on avait plus de médecins, mais au final, on cherchait les top experts, donc c'était suffisant. Et après, pour pouvoir faire des analyses en sous-groupe, il nous faut au moins 50 médecins pour avoir quelque chose qui soit vraiment représentatif. Mais en général, on peut viser les 100 sur les spécialités médicales classiques, entre guillemets, pour des pathologies un peu moins rares. Merci. Peut-être une dernière question avant de clôturer cet échange de ce matin, si quelqu'un en a une, sinon on s'arrêtera là. Patienter quelques secondes, si quelqu'un a envie de se lancer. Il y a déjà eu, je pense, un nombre de questions assez pertinents qui permettent de balayer, je pense, l'ensemble des points d'importance de cette méthode et de son application. Écoutez, Solène et Martin, il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Je vous propose de mettre la dernière slide de notre présentation afin de clôturer cet événement. Si toutefois vous n'avez pas osé poser votre question ou qu'une question vous vient un petit peu en décalé, vous avez mes coordonnées ici. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre, évidemment avec l'aide de Solène et de Martin. Merci beaucoup pour votre participation à tous et pour les questions extrêmement pertinentes
je pense que nos 2 orateurs ont eu aujourd'hui. Et puis, on vous retrouve très vite dans notre prochaine session de webinaire d'experts. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.